Je suis Augustin de Livoire, président de l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Notre association, vous le savez pour certains d'entre vous, est une association de défense des médecines naturelles. Nous lançons des pétitions, des campagnes citoyennes, nous écrivons aux responsables politiques, nationaux, européens. Ça, c'est la partie lobbying. Nous faisons aussi de l'information, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. L'idée, c'est de proposer au grand public, aux patients, toutes les personnes qui veulent une information de qualité sur les médecines naturelles, de pouvoir avoir accès aux personnalités qui les représentent, qui les portent, sachant que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, car le changement il viendra peut-être des institutions, mais ça prendra du temps. Il viendra surtout de vous, du dialogue qui sera créé avec les médecins. J'ai parfois tendance à dire lors des conférences que l'IPSN, finalement c'est vous, c'est moi, c'est un grand mouvement citoyen qui est capable de dire non, mais qui est aussi capable de réfléchir, capable de faire des propositions et d'enclencher le dialogue. C'est donc quelque chose auquel on croit particulièrement. Jusqu'à présent, nous avons traité de différents sujets. Il y a eu la nutrition, la médecine par les plantes, et aujourd'hui nous abordons un nouveau volet qui est de comprendre nos maladies et de savoir écouter nos émotions. C'est évidemment un sujet que j'attendais avec impatience parce que vous l'avez peut-être vu sur Internet, mais depuis quelques semaines, l'activité de l'IPSN déborde. Aujourd'hui, nous avions un groupe de travail sur la phytothérapie. Ce soir, la conférence. Dans 2 semaines, il y a un congrès des herboristes qui a lieu ici, 13 et 14 avril. On a lancé une pétition contre les conflits d'intérêts. Bref, avec toute cette activité, il m'arrive souvent d'oublier des choses et je me sens extrêmement coupable. Donc savoir comment mieux écouter cette culpabilité, l'apprivoiser, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Savoir quels sont les liens entre médecine naturelle et émotion, c'est évidemment quelque chose que je veux comprendre. Autre émotion, ça fait à peu près 2 ans que le projet de l'IPSN a été lancé. Il y a 2 ans précisément, nous étions en train de rédiger notre première pétition qui avait été signée à l'époque par 1 400 000 personnes, donc ça avait été vraiment quelque chose d'incroyable, qui nous a lancé. Et depuis 2 ans, alors que ce n'était pas forcément mon expérience première, j'assiste à des congrès médicaux régulièrement. J'ai découvert toutes les maladies que j'aurais peut-être un jour, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que je pourrais les développer. Et donc c'est la deuxième énigme de ce soir que j'ai vraiment envie de découvrir. Et ce sera avec le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui a un parcours tout à fait original, puisqu'il était interne au sein des hôpitaux de Paris. Il avait devant lui une carrière hospitalière qui s'ouvrait, qui était des plus prestigieuses, et il a fait ce choix radical de se tourner vers la médecine de cabinet pour être plus près de ses patients, pour pouvoir les écouter. Et la vision qu'il propose aujourd'hui est une vision tout à fait nouvelle. Je vais maintenant passer la parole à Didier Boucard, qui est membre fondateur de l'IPSN, qui est l'un des membres extrêmement actifs de l'association. Sans lui, l'IPSN n'existerait pas. Il a aussi créé une association qui s'appelle Hommes et Santé. C'est une association qui propose une réflexion sur la bioéthique, notamment pour les personnels soignants, parce qu'on leur met sur les épaules des questions très graves pour lesquelles ils n'ont aucun outil de réflexion. Didier, bref, Didier, tu es sur tous les fronts. Avant de te passer la parole, je remercie juste les bénévoles qui nous ont aidés à organiser l'événement ce soir. Merci infiniment. Didier, je te passe la parole parce que tu présenteras Catherine Emlet-Périssol bien mieux que moi. Merci. Voilà, Catherine Emlet, pardon. Et c'est une joie ce soir de pouvoir lui tendre ce micro pour pouvoir nous faire part de tout ce qu'elle a découvert durant ses 20 ans de recherche, précisément sur cette logique des émotions. Voilà, donc je suis heureux de vous la présenter maintenant. Catherine Emlet-Périssol. Eh bien, bonsoir, merci à tous. Voilà, je suis harnachée, j'espère que vous m'entendez jusqu'au fond. Ouais. Eh bien, je suis très sensible au fait d'être auprès de vous ce soir, parce que le sujet me tient à cœur. Pas simplement celui dont je vais vous parler ce soir, mais le sujet de la santé naturelle. Je suis effectivement devenue médecin
parce que j'avais la ferme intention de comprendre. La phrase que j'employais, c'était « comment ça marche ?» J'étais incapable de dire ce que c'était que le ça. Je savais que je n'irais pas du côté, en tout cas quand j'ai commencé à faire ces études de médecine, du côté du ça freudien. Donc je ne suis pas devenue psychologue, je ne suis pas pris cette filière-là, tellement convaincue que le comment ça marche concernait déjà ce qui se joue dans le corps avant de savoir ce qui se joue dans la psyché. Donc c'était une intuition. J'ai suivi cette intuition, bien m'en a pris. Je suis donc devenue médecin. Et il y a une vingtaine d'années, suite à des lectures, suite à un travail personnel, suite aussi à un sentiment un peu de découragement face à une médecine qui ne répondait pas autant que je le souhaitais, qui ne me donnait pas autant que je le souhaitais les réponses qui me semblaient importantes pour la santé des personnes, eh bien, je suis allée du côté de la psychothérapie, je suis allée chercher d'autres réponses que les réponses de la médecine. Pourtant, j'étais devenue homéopathe, pourtant, je suis allée aussi du côté de la médecine, la naturothérapie, puisque j'ai fait des études à la faculté de Bobigny. Donc tout ça a été extraordinairement apprenant pour moi, et en même temps, mon lieu d'élection à moi, c'est vraiment d'être dans cette posture d'écoutante, et donc dans cette posture qui consiste à écouter ce que vit, ce qu'éprouve la personne, et ce qu'elle traduit dans sa parole et dans son corps. Donc je vais vous parler d'émotion ce soir, et de l'émotion dans la mesure où cette prise en compte d'un processus émotionnel dont je vais vous parler se trouve vraiment à l'orée de la maladie. Avant de tomber malade, puisque c'est un terme, c'est comme ça qu'on le raconte, tomber malade, avant de tomber malade, il y a eu des signes émotionnels, des signaux émotionnels que peu d'entre nous prennent en compte, prennent en considération pour en comprendre le sens et la valeur. Or, lorsque l'on écoute une personne qui souffre, avant que ne se manifestent les symptômes cliniques et surtout les symptômes organiques, eh bien, on va entendre une histoire avec beaucoup de troubles, une histoire avec beaucoup d'émotions. Et cette émotion, elle prépare la personne, elle donne des signaux, elle lui donne de quoi entendre que quelque chose est en train de se troubler à l'intérieur d'elle. Et la maladie survient en général faute de prendre en considération ces signaux-là. Et donc je trouve que l'émotion est un beau sujet dans le cadre de la santé parce que automatiquement on va y parler prévention, on va y parler écoute et on va y parler aussi dans toute sa dimension de cure pour vraiment permettre à la personne d'exprimer, d'entendre, de saisir ce qui se joue en elle, dans son corps et dans son esprit, avant la maladie si possible, pendant la maladie, pour aider cette personne à recouvrer la santé ou même si son corps est particulièrement affecté, pour lui permettre de vivre au mieux et trouver ses ressources en elle pour guérir. Quand j'ai fait ces études de naturothérapie, il m'a été donné la possibilité de faire une conférence qui m'avait beaucoup touchée et flattée à l'époque. Et le sujet que j'avais proposé, c'était l'idée selon laquelle la maladie a une fonction et une fonction de guérison. On tombe malade pour guérir. Et à l'époque, je n'était pas forcément particulièrement branchée, on va dire, sur le processus émotionnel. J'étais encore beaucoup dans la médecine. Néanmoins, l'idée de tomber malade pour guérir, ça marche aussi bien avec l'émotion. On tombe ému, à défaut de tomber malade, heureusement, on devient ému, on manifeste des réactions émotionnelles pour guérir, pour retrouver un équilibre. La plupart du temps, l'émotion est vue, malheureusement, comme un problème.
La plupart du temps aussi, on dit qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et donc, nous voyons que très vite, nous apportons un jugement sur ce qu'est l'émotion. Mais peu de gens savent véritablement ce que c'est que l'émotion. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je demande à 2-3 personnes dans la salle leur définition de l'émotion? Qui veut bien répondre à « Si vous deviez donner une définition de l'émotion, que diriez-vous » Énergie. Ressenti. On ressent et on ne peut pas contrôler. Super. Rapport à l'autre. Ça se situe dans le rapport à l'autre. Lâcher. Lâcher prise. Sentiment. Trop plein. Ça passe dans le corps avant de passer dans la tête. C'est ça. Des décharges chimiques. Des réactions, avec des réactions chimiques, oui. Ex movere, super. Nous voilà en plein latin et c'est juste. Tout à fait. Équilibre. Oui. Pardon? Débordement. Merci de tous ces mots, parce qu'effectivement, dans la plupart des mots que vous avez mis en évidence, nous entendons combien le corps est concerné dès lors que nous parlons d'émotion. On entend lâcher prise, on entend débordement, on entend, c'est plus dans le corps que dans la tête. Il y a aussi l'idée de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque chose qui s'installe en nous et qu'on ne peut pas maîtriser, effectivement, et de ex movere. Effectivement, l'émotion, c'est tout ça. L'émotion, c'est un mécanisme qui est d'abord corporel avant d'être psychique. La plupart du temps, nous le voyons plutôt comme un mécanisme psychologique. C'est faire peu de cas des manifestations corporelles qui se traduisent dans un premier temps. L'émotion, le mouvement émotionnel, c'est effectivement un mouvement, movere ex, c'est bouger à partir de, bouger en dehors de, c'est quelque chose qui nous pousse à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous presse, c'est ça l'émotion. L'émotion, c'est d'abord un mouvement interne, quelque chose qui fait pression à l'intérieur de soi, que nous le voulions ou pas. Nous sommes 7 milliards et plus d'individus à avoir des émotions différentes, mais un même système émotionnel, puisque celui-ci est contenu dans le cerveau. Et ce soir, nous allons partir à la découverte de ce système émotionnel situé dans le cerveau et qui nous joue bien des tours, mais qui en même temps fait partie vraiment intégrante de la vie. Alors pourquoi parler d'émotion dans le cadre de la santé? Eh bien, très souvent on dit que la santé c'est la paix des organes. Oui, effectivement, sauf que le corps, pour avoir la paix, il ne cesse de bouger. La paix, ce n'est pas quelque chose qui est décidé une fois pour toutes, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. La paix des organes, en fait, elle se met en place par une succession d'adaptations, une succession de mouvements à l'intérieur de son corps et à l'intérieur de son esprit. Nous ne cessons 24 heures sur 24, évidemment quand nous dormons, ça se passe un peu malgré nous, 24 heures sur 24, nous ne cessons de nous adapter à notre environnement. Et cette fameuse santé, que l'on peut qualifier de paix des organes, en fait, c'est le résultat d'une adaptation permanente du corps et de l'esprit à des situations auxquelles nous sommes confrontés dans notre environnement, aussi bien l'environnement extérieur que l'environnement intérieur. Nous ne cessons de mobiliser, de movérer, de bouger, d'agir, évidemment sur un plan non conscient, strictement corporel, et sur un plan conscient, pour arriver à nous adapter aux événements extérieurs.
Et donc l'émotion fait partie intégrante de cette capacité que nous avons de nous adapter au milieu dans lequel nous sommes, dans les milieux dans lesquels nous vivons, que ce soit l'air, que ce soit la nourriture, que ce soit les autres, que ce soit le monde, la matière, que ce soit la parole de l'autre, que ce soit le regard de l'autre. Nous ne cessons de nous adapter aux circonstances qui nous environnent et l'émotion, elle naît de cette adaptation. Il y a une très jolie phrase qui fait dire que l'émotion, c'est une réponse orpheline de sa question. Je prends cette phrase, elle est issue d'un philosophe qui s'appelle Waknin, Marc-Alain Waknin, et qui raconte cette jolie formule, l'émotion, c'est une réponse orpheline de sa question. Et donc, c'est quoi l'émotion? C'est déjà une réponse. C'est une réponse du corps, c'est une réponse du psychisme, d'abord du corps, ensuite du psychisme, et c'est une réponse à une question. Sauf que cette question, précisément, elle n'a pas été entendue en conscience. Le corps, lui, l'a saisie. La conscience, elle, n'a pas saisi l'origine, la question à laquelle le corps va répondre, à laquelle l'émotion va répondre. C'est ça une émotion. Il y a une partie souvent mystérieuse. Nous ne savons pas ce qui a déclenché l'émotion la plupart du temps. Et pourtant, il s'est passé quelque chose que nous n'avons pas forcément saisi en conscience, mais qui s'impose à nous et qui nous fait réagir, qui nous fait éprouver, qui nous fait ressentir. C'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Et ce mouvement adaptatif, cette émotion, il faut bien entendre que c'est un effort de notre corps pour recouvrer un équilibre dès lors que nous avons été en contact avec un stimulus dont nous n'avons pas forcément saisi la nature, mais qui est pourtant là, et que face à ces stimulus, notre corps a donné une réponse. Cette réponse, nous la nommons émotion. Pourquoi c'est si important de parler d'émotion dans le domaine de la santé? Eh bien, tout simplement parce que on constate aujourd'hui que, et d'autant plus avec les techniques, qu'elles soient médicamenteuses ou autres, c'est que l'émotion a bien mauvaise presse. Elle n'a bonne presse finalement que quand nous la baptisons de positive. La joie, il n'y en a qu'une, ça c'est OK. Tout ce qui est joie, bonheur, satisfaction sont considérés comme des émotions positives. Toutes les autres sont considérées comme des émotions négatives. Et donc nous sommes devant un énorme paradoxe qui est tout à fait contraire à la santé, qui est de considérer que ces mouvements naturels du corps, ces mouvements d'adaptation, sont eux-mêmes un problème. Donc la peur, la colère, la tristesse, qui sont reconnues comme des émotions de base, sont devenues dans notre société des problèmes à part entière. Et là, nous sommes devant un grave problème de santé publique, puisque ces mouvements naturels du corps sont aujourd'hui et de plus en plus considérés comme insupportables, inadmissibles, devant absolument être traités d'une façon ou d'une autre, et nous avons de multiples moyens de les traiter, puisque la chimie est venue au secours de ce type de traitement, où le fait d'éprouver de la peur n'est plus considéré comme un mouvement naturel à écouter et à prendre en considération dans son sens, mais au contraire, la peur, pour ne prendre qu'elle, est devenue un problème à part entière. Et donc, finalement, nous constatons que nous traitons des symptômes qui ne sont pas en tant que tels des problèmes de santé, mais qui témoignent d'un déséquilibre. Et là, il y a quelque chose de grave. Donc, il y a nombre de médecins et de psychiatres qui dénoncent cette dérive qui consiste à considérer l'émotion, et notamment ces trois grandes émotions que sont la peur, la colère et la tristesse, comme des problèmes à part entière, comme des maladies qu'il faut absolument traiter
avant même d'écouter le sens et la valeur de ces manifestations. Et c'est là que nous sommes véritablement devant un problème de santé et devant des choix qui concernent tout un chacun et qui concernent évidemment l'Institut, qui est le porte-parole, mais qui concerne aussi chaque individu dans la façon dont il prend en compte ou non ces manifestations émotionnelles qu'il est amené à éprouver dans des situations à la fois personnelles, familiales ou professionnelles. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à refuser, ou en tout cas à réagir par rapport à ces manifestations émotionnelles, que nous doublons la mise. C'est-à-dire que nous seulement, par exemple, nous avons peur, mais ce que nous développons, c'est la peur de la peur. Nous pouvons être en colère, et puis comme la colère, nous savons que ce n'est pas bon, ça fait des trous dans l'estomac, et puis c'est toxique pour l'entourage, et donc du coup, ce que nous développons, c'est la peur d'être en colère, ou alors la colère d'être en colère. Nous nous en voulons d'être en colère, nous nous sentons coupables d'être en colère, ou coupables d'avoir peur. Et puis la tristesse fait évidemment partie du lot aussi, on est triste d'être triste, on a peur d'être triste, on est en colère d'être triste, et il y a comme ça ces mécanismes qui font que non seulement nous éprouvons ce que nous éprouvons, mais en plus nous ajoutons une couche supplémentaire qui est le jugement, l'évaluation, la considération, cette fois en pleine conscience, que nous avons vis-à-vis de nos propres réactions et de nos propres sensations. Il faut juste savoir que la peur est un mouvement parfaitement naturel, mais que la peur de la peur, ça donne l'angoisse. Que la colère est un mouvement naturel, mais que la colère de la colère, ça donne l'agressivité et la violence. Et donc, nous avons tous, en nous, tous ces mécanismes qui sont là pour nous faire bouger, nous allons voir ça, mais surtout, notre problème, surtout aujourd'hui, qui est un problème de santé, c'est que la méconnaissance et l'absence de considération vis-à-vis de ces mouvements émotionnels aboutit à une aggravation. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi ce soir, pourquoi ces émotions sont si mal comprises. Donc, je vais avoir le plaisir de vous donner quelques clés pour un peu mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous lorsque vous êtes ému. Et puis, on va voir pourquoi nous sommes comme ça dans une surenchère émotionnelle qui devient un problème de santé, non pas parce que l'émotion c'est un problème, mais parce que nous maltraitons nos émotions. Et que la maltraitance de nos émotions, eh bien, c'est de la maltraitance de nous-mêmes. Et puis, c'est de la maltraitance de notre environnement. Quand nous ne supportons pas les pleurs d'un enfant, quand nous ne supportons pas qu'un enfant ait peur, eh bien, paradoxalement, et c'est vraiment paradoxal alors que nous sommes pleins d'amour pour l'enfant, eh bien, paradoxalement, nous maltraitons ce que vit l'enfant et donc nous prenons le risque de le maltraiter. Et ça peut donner des problèmes de santé. Donc aujourd'hui, on voit que cette méconnaissance de ce processus émotionnel, qui encore une fois est un processus parfaitement naturel, eh bien, je vais vous donner juste un petit exemple, une petite métaphore pour vous expliquer à quel point cette méconnaissance peut être grave. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez tranquillement, vous discutez ou vous mettez une musique agréable, et puis vous voyez une petite lumière se mettre au rouge sur votre tableau de bord. Et là, évidemment, c'est un peu contrariant parce que cette petite lumière-là qui s'est annoncée vous signale que vous avez un problème, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de fioul, il n'y a pas assez de carburant. Et donc, vous voilà bien ennuyé parce que voilà, vous avez oublié de faire le plein, vous avez oublié de faire la révision de la voiture, vous voilà bien ennuyé. En même temps, c'est quand même bien pratique qu'un petit voyant lumineux s'allume parce que ça vous permet de sortir à la première pompe à essence, de faire le plein et de continuer à rouler. Imaginez maintenant que vous ayez peur de ce voyant lumineux
que ça ne vous arrange pas du tout d'avoir un voyant lumineux qui signale une panne, possible, et donc que vous râlez après le conducteur qui donne des voitures qui ne sont pas assez fiables, que vous décidez de nier complètement ce petit voyant lumineux parce qu'il ne vous arrange pas du tout, ou qu'au contraire, vous êtes tellement effondré d'avoir à régler le problème que vous vous mettez à mal conduire. Alors, vous vous mettez sur le côté, vous prenez une grande décision, vous ouvrez le capot et vous débranchez le fusible. Vous remontez dans la voiture, il n'y a plus de voyant lumineux, vous continuez à rouler. Vous imaginez ce qui peut arriver après. Une panne arrive. Eh bien, c'est ce que nous avons nettement tendance à faire avec nos émotions. C'est plutôt que de les prendre, de les lire dans leur bon sens biologique, eh bien, nous débranchons le fusible, nous préférons ne pas les entendre, nous préférons ne pas éprouver ce ressenti sensoriel qui peut être inconfortable, nous décidons que tout ça n'est pas grave, nous accusons Pierre-Paul Jacques ou nous-mêmes que nous ne devrions pas faire ce que nous faisons, éprouver ce que nous ressentons, ou nous subissons notre sort de façon complètement fatale et du coup, nous ne prenons pas en considération ce qui est en train, là, de se jouer à l'intérieur de soi et de nous donner des informations extrêmement précieuses. Donc, une invitation, vraiment considérer que ces voyants lumineux que sont vos émotions, que sont nos émotions, sont bien trop importantes pour ne pas être prises en considération, ne pas être écoutées dans leur sens biologique. Le mot logique émotionnelle, c'est un mot qui s'est, deux mots exactement, en tout cas une notion, qui s'est bâtie petit à petit dans mon esprit. Quand je suis devenue psychothérapeute, je le suis devenue parce que j'étais absolument passionnée, et ça a été une révélation, il y a un avant et il y a un après, une révélation de lire les travaux de Henri Laborie. Pour ceux qui ont entendu, écouté, lu Henri Laborie, c'est celui qui est à l'origine de ce film incroyable qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui avait été fait par Alain Resnais, où on voyait Depardieu jeune et d'autres acteurs qui vivaient des situations vraiment quotidiennes. Et Henri Laborie, c'était un chirurgien, c'était un chercheur qui a fait des plus grands travaux sur le stress, eh bien, régulièrement, on le voyait apparaître et nous raconter ce qui se passait dans la chimie du cerveau du personnage et qui mettait en évidence que s'il réagissait de telle et telle façon, c'est parce qu'il se passait tel et tel phénomène émotionnel, tel et tel système de défense, etc. Et donc, quand je suis devenue psychothérapeute, c'est vraiment parce que j'ai rencontré Laborie, j'ai eu la chance même de le rencontrer en direct, et le travail que j'ai fait, évidemment à titre personnel, plus le travail sur les travaux scientifiques de Laborie, plus tout ce que j'ai acquis au fur et à mesure de lecture, de stages, de compréhension, d'études, vraiment sur les neurosciences. Et aujourd'hui, il y a ce très grand scientifique qui s'appelle Antonio Damasio qui nous écrit des livres merveilleux et qui aide considérablement à comprendre ces processus. Eh bien, petit à petit, plus évidemment mes propres expériences et la pratique de l'écoute thérapeutique, j'en suis venue à cette notion qui se nomme aujourd'hui la logique émotionnelle, c'est-à-dire ce double terme qui raconte à la fois dans le mot logique qu'il y a du sens, de la valeur, un langage, puisque logique, ça a donné aussi le langage, et que ce langage, il est à comprendre à l'intérieur même d'un processus émotionnel, c'est-à-dire d'un mouvement du corps, bien avant d'être un mouvement de l'esprit. Donc aujourd'hui, ce que je vous raconte, la lecture que je fais, moi, du système émotionnel et que j'évoque ce soir avec vous, il est vraiment l'expression de ce langage émotionnel, de cette logique émotionnelle. Il y a quelque chose de logique, de cohérent dans le processus émotionnel. L'émotion n'a rien d'irrationnel.
même si elle nous semble déborder dans l'intensité d'une violence, d'une angoisse, d'une dépression, elle suit systématiquement un processus biologique, un processus logique, un processus que l'on peut comprendre, et donc on peut comprendre le mouvement dès lors qu'on connaît mieux le fonctionnement du système nerveux. Je vous cite une phrase de d'Henri Laborie, qui disait « Comment espérer qu'un jour, l'homme avec un grand H, l'homme que nous portons tous en nous, puisse se dégager de l'animal que nous portons également, si jamais on ne lui dit comment fonctionne cette admirable mécanique que représente son système nerveux. » Grand précurseur, ce cher Henri Laborie, qui nous raconte combien est vivant ce processus et combien il est important de se connaître, pas simplement connaître son histoire, ce qui nous est arrivé, le pourquoi qui fait que nous sommes cette personne-là aujourd'hui, avec cette individualité, cette personnalité, compte tenu des apprentissages et des chocs qui ont été les nôtres. Non, ce que disait Laborie, c'était, attendez, si on connaît un peu mieux le fonctionnement du système nerveux, on devrait quand même aller un peu mieux. On pourrait peut-être un peu plus sortir de cette pression émotionnelle qui nous assaille, de ce diktat émotionnel qui nous presse de réagir, si on arrive à comprendre comment fonctionne le système nerveux. Donc il a été un très grand précurseur. Depuis, les études ne cessent de se développer et viennent largement confirmer les travaux de Laborie. Comment fonctionne le système nerveux? Comment se manifeste l'émotion à l'intérieur de chacun? Eh bien, une donnée fondamentale, c'est déjà de savoir que le système nerveux, que le cerveau, est un système qui fonctionne à deux vitesses. Une vitesse rapide, une vitesse lente. La vitesse rapide, c'est celle qui est sous le contrôle d'une partie du système nerveux qu'on appelle le cerveau reptilien. Ce système nerveux, il est juste à la base du crâne et on l'appelle reptilien parce qu'on a le même depuis le temps des crocodiles. Donc c'est un vieux système, il a fait ses preuves, il est extrêmement efficace pour une intention, sauver sa peau. Le système reptilien garantit d'orienter nos comportements, les mouvements de notre corps du côté de la vie. Sauver sa peau, c'est rester vivant, c'est rester entier, c'est conserver son intégrité, c'est continuer à respirer, continuer à s'alimenter, continuer à bouger dans son corps, continuer à ce que le cœur batte, etc., etc. Tout ça est sous le contrôle d'un système archaïque, reptilien, et surtout d'un système qui, indépendamment de notre conscience, manifeste des intentions toujours orientées du côté de la vie. Ce système est automatique et donc il n'est pas sous l'égide de notre volonté, il est sous l'égide de processus qui ne sont pas conscients, qui se manifestent aux dépens de notre plein gré, qui s'imposent à nous comme des évidences pour que nous poursuivions la vie dans le véhicule qui est nôtre, c'est-à-dire notre propre corps, notre propre structure. Ce cerveau reptilien est extrêmement rapide. C'est lui, pour ne prendre que cet exemple évident, qui, lorsque vous traversez une rue et que vous entendez vaguement un bruit de voiture et avec un son, vous ne savez même pas que c'est une voiture, un son qui augmente, automatiquement et surtout sans réfléchir, vous prenez les jambes à votre cou et vous courez. Vous n'avez surtout pas le temps de réfléchir, rarement même de tourner la tête, pour vous mettre en sécurité. Ça,
ça se fait sous l'égide du cerveau reptilien. Et heureusement qu'il est là, parce que s'il n'était pas là, nous ne serions pas vivants. À ce niveau de cerveau reptilien, à ce niveau très archaïque de soi, non conscient, automatique, ultra rapide, un peu moins qu'un réflexe, mais beaucoup plus qu'une décision, ce cerveau automatique réagit lorsqu'il est confronté à une situation, à un événement qui va déclencher, qui va révéler qu'il y a un danger pour nous. Le danger peut être tout à fait réel, la voiture qui arrive sur nous. Le danger peut aussi être vécu à partir de la réminiscence qu'une réalité du moment à laquelle nous sommes confrontés enclenche comme souvenir. Pour le cerveau reptilien, mieux vaut en faire trop que pas assez. Dès lors qu'on a vécu une situation qui a eu comme effet de limiter ou de risquer de limiter notre intégrité, automatiquement, ce souvenir est enregistré comme un danger. Tout ce qui va s'y rapporter sera suffisant pour déclencher une réaction. Et tout ça de façon non consciente. Dès lors qu'il y a ce stimulus, automatiquement, le seul moyen qu'a le corps de s'adapter à ce stimulus, c'est d'éprouver. C'est d'éprouver une sensation corporelle, pas psychique, hein, corporelle. Dans le corps, ça fait quelque chose. On appelle ça une sensation corporelle. Et cette sensation corporelle, c'est le moyen que nous avons, nous, pour nous adapter à la situation. S'il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de moyen de s'adapter. Ce n'est pas simplement parce que nous percevons la voiture que nous nous adaptons, ce n'est pas simplement parce que nous percevons qu'un enfant pleure que nous nous adaptons, c'est parce que ce que nous percevons est éprouvé, enclenche une sensation corporelle. Plus nous nous privons de sensations, plus nous nous privons de nous adapter à la situation. Nous ne savons plus nous adapter si nous ne prenons pas en considération la sensation. Donc cette sensation, elle se manifeste à l'intérieur du corps et c'est elle qui déclenche un mouvement adaptatif. Elle va déclencher un comportement. C'est ce comportement, ce sont ces comportements que Henri Laborie a tellement bien décrits sous la forme de la fuite, la lutte et le repli sur soi. Lui, il parlait d'inhibition. Et donc, nous avons ce système qui fait qu'à partir d'un stimulus, nous éprouvons, nous réagissons, et c'est cette réaction qui va permettre au corps de retrouver son équilibre. C'est vraiment un événement vous arrive, vous éprouvez un choc, vous faites un mouvement et vous retrouvez votre équilibre. C'est ce mouvement-là que l'on peut appeler émotion. C'est à la fois ce qui est venu déclencher la sensation, à la fois la sensation, c'est pour ça que vos phrases tout à l'heure et vos mots étaient tout à fait adaptés, la sensation, et puis la réaction. On peut faire des mensonges, on peut nier la réalité, on peut s'agacer, s'agresser les uns les autres, on peut aussi se replier dans un silence qui n'est pas dépressif, mais qui témoigne d'une sensation de fatigue. Tout ça sont des moyens de nous adapter. Dans quelle intention? Toujours la même, sauver notre peau, retrouver un état d'équilibre et, dans un premier temps, un état de sécurité. Le corps est inévitablement fait, il fonctionne dans une intention de conserver son intégrité et de conserver son équilibre, et il développe tous les moyens qui lui sont possibles pour arriver à cette fin-là. Et nous ne pouvons pas échapper à ce processus, sauf à nous priver d'une partie de nos cerveaux. Ce n'est pas une très bonne idée parce que sans elle, nous ne vivons plus. Donc ça, c'est le système
rapide. À toute situation, nous réagissons. Je vous donne un petit exemple de la vie courante. Vous prenez le métro vers 18 h. En général, il y a du monde. Et encore, je ne vous parle pas des jours de grève. Et à 18 h, vous êtes au fond de la rame de métro. Votre station arrive. Vous savez que vous devez descendre. Il y a beaucoup de monde devant. Vraiment beaucoup de monde. Alors, vous en avez qui sont tout à fait compréhensifs. Et puis, ce soir-là, il y a une personne qui est complètement perdue dans ses pensées. Elle fait 1,95 m, elle est très large. Puis, alors, vraiment, elle occupe très largement l'espace. Et vous êtes confronté à une vision, une perception de quelqu'un qui, de façon évidente pour vous, bloque le passage. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous êtes au fond, vous pouvez sentir la peur monter. Je ne vais jamais y arriver, je suis coincé, je ne supporte pas d'être coincé, vous commencez à avoir des signes. C'est ça, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver notre respiration. Et puis, dans cette espèce d'affolement et d'agitation intérieure, au moment où vous arrivez à votre station, vous voyez faire, aux dépens de votre plein gré, bousculer tout le monde et sortir comme une furie. Vraiment, alors les gens râlent, et vous-même, vous voyez, aux dépens de votre plein gré, bousculer tout le monde pour être sûr de sortir. Ne me dites pas que ce ne sont pas des scènes de la vie courante. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est vraiment un mécanisme émotionnel. C'est que la vision de ces personnes et puis de ce grand costaud qui bloque la sortie n'est plus simplement vue et perçue comme je vais demander, je vais me glisser, je vais un peu pousser délicatement, puis je vais demander au monsieur de se pousser, etc. Non, tout d'un coup, au niveau reptilien, cette situation est perçue comme un danger. Je ne vais jamais pouvoir m'en sortir, je ne vais jamais pouvoir sortir, il me bloque, je me sens bloqué, mais surtout, il me bloque, il me coince, il m'empêche de sortir. Et à ce moment-là, le fait de lutter contre ces personnes qui sont devant devient un moyen de sauver sa peau. Ni bien ni pas bien, c'est un moyen, c'est très reptilien, c'est la partie sauvage dont parlait Henri Laborie, et nous sommes tous, avec cette part sauvage à l'intérieur de soi, nous avons tous en nous des voies nerveuses qui nous indiquent, qui nous poussent, qui nous pressent à réagir du côté de la fuite. Je ne prends jamais le métro à 6 h du soir, hors de question. Ou alors, si je prends le métro à 6 h du soir, j'ai tellement peur d'être coincé que je reste tout près de la porte, quitte à coincer les autres. Mais moi, au moins, je suis sûre de sortir. Première possibilité. Nous avons d'autres voies nerveuses, des voies de lutte. Moi, je rentre, et puis, de toute façon, comme il n'est pas question que je reste coincé, je trace. Je marche sur des pieds, ils n'avaient qu'à pas être là. Et puis, encore une autre adaptation qui est ah non, mais moi, je ne peux pas fuir, puis j'ai trop besoin de prendre le métro, et puis je ne supporte pas l'agressivité, et donc je vais me faufiler comme une petite souris, et puis je me contorsionne pour arriver quand même à sortir, si c'est possible, en étant le plus discret possible et en me fondant dans la masse. C'est encore une troisième façon. Nous avons tous ces mouvements, ces comportements adaptatifs qui ont systématiquement comme objectif de sauver notre peau. Évidemment, si nous raisonnons, il n'y avait aucun danger réel. Au pire, nous ne sortions pas à notre station, mais nous sortions à la suivante. C'est à peu près ce qui pouvait nous arriver de pire. Aucun risque d'étouffer dans le métro, même à 6 h du soir, même un jour de grève. Personne n'en est mort, c'est sûr. Et pourtant, ce que nous éprouvons en termes d'émotion à ce moment-là, c'est cette urgence à réagir pour arriver à sortir et à sauver notre peau. C'est ça le cerveau reptilien, c'est ça l'émotion, c'est cette urgence, cette pression, cette vitesse très rapide de nos réactivités qui nous font réagir et qui nous font nous adapter à des situations que nous vivons comme des dangers.
Donc ça, c'est le premier temps. Et puis, nous ne sommes pas que un cerveau reptilien, nous avons quand même un peu évolué depuis le temps des crocodiles et des reptiles. Et nous avons développé un cerveau qui, lui, a emmagasiné beaucoup d'apprentissage, de la mémoire, et que ce niveau qui est situé au-dessus du cerveau reptilien, lui, c'est un cerveau lent. Il n'est pas rapide du tout. C'est ce qu'on appelle le cerveau des représentations. Donc il y a un premier temps où il y a une présentation, ça c'est le cerveau reptilien, et puis une représentation, ça c'est le cerveau du dessus, le cerveau lent, le cerveau qu'on appelle cognitif, avec la mémoire, avec le langage, ou dans lequel, le mot n'est pas la chose. Et ce cerveau de représentation, eh bien, il va enregistrer toutes les situations vécues sur un mode réactif, automatique et immédiat. Et il va chercher, très naturellement, à donner de la valeur et du sens à des réactivités, à des processus d'adaptation reptiliens. Et donc, nous voyons que ces deux systèmes vont chercher systématiquement à cohabiter. La cohabitation n'est pas toujours simple, on va voir, mais en tout cas, nous sommes imprégnés de ces deux temps, de ces deux vitesses de circulation d'informations à l'intérieur de nous, habités par une émotion très réactive et immédiate, et puis habités aussi d'un sens de la logique, d'un sens du langage, qui nous amène à interpréter, à comprendre, à parler, à nommer, à mettre des mots, du sens, de la valeur sur des comportements qui nous pressent à l'intérieur de nous. Et c'est à ce niveau de représentation que se crée ce que nous appelons volontiers l'identité. Au niveau reptilien, c'est vraiment la sécurité qui est mise en évidence pour arriver à sauver sa peau. Eh bien, au cerveau cognitif, là où ont lieu toutes les représentations, l'image que j'ai de moi, des autres, eh bien, à ce niveau-là, nous fabriquons ce que nous appelons volontiers le moi, c'est-à-dire une image de moi. On parle aussi d'ego, on parle d'identité. Donc, à ce niveau-là, eh bien, nous allons fabriquer de quoi parler de soi, des autres, avec une représentation de ce que nous vivons, ce que nous éprouvons. Et c'est comme ça que, plutôt que de mettre l'accent sur le ressenti que j'ai quand je suis au fond du métro, dans l'appréhension de... Voilà, je sens que j'ai peur, je sens que j'ai des symptômes à l'intérieur de moi, j'ai le ventre qui se serre, je me sens oppressé, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais de ce que je sens? Le cerveau cognitif, lui, il va faire que le soir, quand je vais rentrer à la maison et que je vais raconter ma journée, il est bien possible qu'à un moment donné, je raconte que vraiment le métro, c'est insupportable, et puis les gens vous empêchent de sortir, ils bloquent la sortie exprès, et donc que vraiment, alors c'est pas possible, les gens ils se conduisent mal, et d'ailleurs ils se conduisent tellement mal que je me suis régalée en les heurtant et en les bousculant, ils n'avaient qu'à pas bloquer la sortie. Ça, c'est du registre de cette association étrange entre une urgence vécue à l'intérieur de son corps et la façon dont nous en parlons, dont nous nous expliquons à nous-mêmes quelque chose que nous avons éprouvé, mais qui n'est pas véritablement exploré sur le moment, dont nous ne nous sommes pas responsabilisés comme c'est ça que j'ai éprouvé, c'est ça que je sens, et c'est ça qui se joue à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que je peux en faire au profit d'une construction identitaire, au profit d'un moi qui s'est exacerbé, énervé, pour arriver à non plus simplement sauver sa peau, mais sauver sa face, c'est-à-dire dans la relation par rapport à l'extérieur, la façon dont notre identité, ce besoin d'exister en tant que personne qui a une place
avec les autres, eh bien, tout ça s'est constitué à partir de ces informations primordiales, mais, comment dirais-je, relayées par un cerveau lent, qui pense, qui parle, qui se souvient, qui raconte. Et il y a bien les deux qui coexistent. Une coexistence pas toujours pacifique, hein, si on en croit cette personne qui rentre le soir après son expérience du métro. Donc pas toujours pacifique du tout, même parfois conflictuelle. En même temps, il y a bien cette collaboration inévitable entre deux cerveaux. Il y a un cerveau qui sent et un cerveau qui sait. La plupart du temps, ça va. Ils cohabitent. Et nous voyons que dans le cours de nos journées, il y a de multiples événements au cours duquel la sensation éprouvée, voire éprouvante, déclenche de façon très simple et très tranquille une adaptation qui nous permet de retrouver l'équilibre. Et nous n'en faisons pas toute une histoire. Et puis, il y a beaucoup de situations dans lesquelles, précisément, nous faisons une histoire de ce qui se passe au niveau reptilien. C'est-à-dire, plutôt que de faire alliance entre ce que je sens et ce que j'en sais, eh bien, cette alliance ne se produit pas. Il se produit au contraire un conflit entre ces deux étages du cerveau, comme si nous n'arrivions pas à traiter en cohérence ce qui se joue dans notre corps et ce que nous en faisons dans notre esprit, dans notre connaissance, dans la cognition, comme si nous n'arrivions pas à créer de l'alliance, de la coopération, de la résilience entre ce que je sens et ce que j'en sais. Là, plutôt que d'être dans cette alliance, eh bien, il se produit un conflit. Ce que je sais ne coïncide plus avec ce que je sens. Ce que je sens, je ne le supporte pas, j'en veux pas. Puis d'ailleurs, ça fait trop mal, c'est trop douloureux, c'est pénible. Et là, il se produit effectivement une distorsion. C'est-à-dire que le mental, le psychisme, celui qui sait, celui qui parle, celui qui pense, celui qui décide aussi, eh bien, il n'est plus en cohérence avec la sensation corporelle. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui est-ce qui gagne? C'est toujours le sauvage. C'est toujours le reptilien. C'est-à-dire que pour arriver à ce que son message passe, pour arriver pour ce cerveau reptilien à ce que son message passe, il augmente le niveau de douleur. Moins nous écoutons la peur, plus nous développons l'angoisse. Puisque pour notre structure psycho-corporelle, la réalité structurelle est plus importante que la réalité psychique. Et donc, pour arriver à continuer à raisonner avec notre cerveau qui pense, faut-il encore avoir une structure corporelle. Et donc, c'est toujours la structure corporelle qui est privilégiée par rapport à la structure mentale. À tel point que, alors même que nous développons, et heureusement, beaucoup d'aptitudes cognitives, à commencer par la morale, la politesse, beaucoup d'aptitudes cognitives pour maîtriser, tant que faire se peut, cette partie sauvage, il n'empêche que nous voyons ce que nous voyons, c'est-à-dire que les comportements, nos comportements, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à nous harmoniser et à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien prime sur le cerveau cognitif en ce qui concerne l'adaptation à la vie. Et donc finalement, notre libre arbitre passe paradoxalement par la réconciliation avec notre part sauvage. Réconciliation, c'est-à-dire écoute, prise en compte, mise en conscience, entendre que la peur n'est pas le danger. D'ailleurs, on dit volontiers que la peur ne supprime pas le danger, et c'est vrai, mais le danger n'est pas l'émotion. Le danger, c'est
ce que nous percevons et qui fait un écho à l'intérieur de son corps. Donc l'entendre, le prendre en compte, le considérer, le prendre avec bienveillance, se prendre avec bienveillance comme ayant une double nature, à la fois corporelle, structurelle, sauvage, et une nature psychique qui aspire à développer des relations conviviales les uns avec les autres. C'est ce à quoi nous tendons. Et puis aussi une relation conviviale à notre propre corps, y compris lorsqu'il donne des signes, lorsqu'il manifeste des signes de douleur, des signes de peine, des signes dans lesquels il a perdu son équilibre, des signes dans lesquels il se sent manqué intérieurement d'énergie, même d'intelligence quelquefois, c'est-à-dire de se réconcilier avec cette part vulnérable, sensible et mortelle qui est la nôtre, de vouloir vraiment poser son intention de se réconcilier, de l'entendre, de lui donner de la place, de lui donner du temps, pas simplement en se reposant de temps en temps ou en prenant des vitamines, non, en l'écoutant, en accordant à notre nature corporelle un espace, une valeur, et tant que nous ne le faisons pas, nous prenons le risque que notre santé soit déséquilibrée au profit de la seule connaissance, du seul discours sur ce que nous devons être ou ce que nous devrions être, et de surenchérir finalement un processus qui tend à nier ou à lutter contre cette nature corporelle qui est la nôtre, évidemment au plus grand dam de l'équilibre de la santé. C'est bon, 5 minutes? Merci. Donc, c'est vraiment extrêmement important de prendre en compte cette réalité biologique qui est la nôtre. Faute de quoi, faute de l'entendre, eh bien, ce système reptilien continue à se chauffer, continue à imprimer une exigence pour que nous l'entendions, pour que nous le prenions en compte comme étant un message important. Et les besoins d'équilibre, le besoin, on parlait tout à l'heure de sécurité, le besoin d'identité, le besoin de développer sa vie, de développer son être, toutes ces aspirations légitimes ne peuvent être prises en compte qu'à partir du moment où nous-mêmes prenons en compte notre propre respiration, notre propre expression corporelle. La logique émotionnelle, elle s'inscrit vraiment dans ce courant qui tend non pas à dire que le mental c'est pas bien, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, quand nous parlons et quand nous disons que le mental c'est pas bien, nous le parlons et donc nous sommes déjà dans le mental. Ou qui au contraire dit que le corps c'est une machine qui doit juste être bonne à nous donner du plaisir, de la satisfaction et en aucun cas un gramme de pénibilité, ça ne marche pas non plus, mais au contraire de favoriser dans cette écoute, dans cette prise en compte, dans l'écoute du langage, de la logique contenue dans l'émotion et de l'émotion contenue dans le langage, ce va-et-vient permanent qu'il y a entre le corps, l'esprit, le corps, c'est cette prise en compte de ce va-et-vient, de la valeur contenue dans ce mouvement intérieur que nous avons à l'intérieur de nous, que nous pouvons au mieux favoriser notre équilibre et donc notre santé. Deux choses. La première, c'est de vous remercier d'avoir été aussi attentif à cette rencontre, découverte peut-être pour certains, précision peut-être pour d'autres qui sont déjà intéressés par ce processus émotionnel. Donc vous remerciez d'avoir été autant attentif. Je crois qu'il y aura des questions à la fin, c'est ça? Et évidemment, je serai tout à fait contente de pouvoir répondre à ces questions. Sachez qu'il y a un site sur lequel vous pourrez lire des tas de choses qui concernent la logique émotionnelle, donc c'est logiqueémotionnelle.com, et que il me semble vraiment, ça c'est la deuxième partie, il me semble vraiment que la valeur que contient la prise en compte de
de cette logique émotionnelle et la valeur de ces manifestations peuvent très concrètement être des axes de prévention et d'accompagnement dans le domaine de la santé, que ce soit la santé corporelle, la santé psychique, puisque l'une est totalement impliquée dans l'autre, et que, encore une fois, si vous aviez un message à retenir de cette logique émotionnelle, entendez que l'émotion n'est pas un problème, mais que l'émotion est une solution. Donc déjà, si vous partez avec ça, mon bonheur sera total, et je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions tout à l'heure, après l'intervention du docteur Labotte, évidemment. Merci à vous tous. Et